Je me tiens droit. Peut-être que ça sera bien. Et bonjour à tous, rebonjour à tous. Je vous présente Francis qui va vous faire un atelier très original. Je n'en dis pas plus, c'était la surprise. Vous verrez dans le petit chat en bas, on vous invite à vous connecter à une application. Donc connectez-vous à cette application. Francis, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour et ravi de vous rejoindre. Donc, est-ce que je dois partager mon écran ou est-ce que c'est bon? Oui, il faut que tu partages, on ne le voit pas là. Ok, allez, zou. On ne voit pas non plus. Voilà. Vous voyez bien le... Alors là, on voit tes filles. Ah, bah non, normalement, non. Ah bah là, on les voit. Ah là, c'est Ouais. bon. Là, on est bon. On est bon là? Là, Ok. on Il est bon. y a peut-être un petit temps, hein. Ok, bah tu me dis c'est bon là, vous voyez tout? Là, on voit bien. Là, on voit la piscine et tout. Le Ouais, plaisir au travail. le plaisir au travail. Donc, on en a pour 40 minutes, je crois, de mémoire. C'est ce que nous avions prévu, c'est C'est cela? ça, exactement. Ok. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter une démarche que moi j'ai initiée il y a un certain nombre d'années, qui a pour vocation, finalement, d'essayer de se mettre un peu dans sa zone de plaisir lorsqu'on travaille, sachant que je suis parti du postulat qu'aujourd'hui, pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut qu'elle soit capable de se différencier, et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. Et pour qu'elle puisse se différencier, il y a, à mon avis, 6 piliers sur lesquels elle peut travailler. Le premier pilier qui est la créativité, à savoir comment je fais pour faire émerger les idées et les expérimenter. Le cinquième pilier qui est l'agilité, à savoir comment je fais pour gagner en souplesse, en réactivité, voire en proactivité. Le quatrième pilier qui part de l'idée qu'il n'y a pas que les chefs et les experts qui savent. Donc, comment je fais pour mobiliser ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc là, on est sur 3 piliers qui me semblent importants de travailler et qui sont de l'ordre du faire ensemble. Pour que ça marche, j'ai remarqué qu'il fallait travailler sur préalablement 3 autres piliers qui sont le plaisir, à savoir, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on met les gens dans leur zone de plaisir. Et quand on regarde un peu, et on va le voir, les outils de gestion des ressources humaines, la notion de plaisir est une notion qui est, de mon point de vue, relativement absente. Et puis, 2 autres piliers qui sont la responsabilisation, et on voit avec le travail à distance que ça prend encore plus d'importance. Et tout ceci ne peut être fait si on ne travaille pas préalablement sur la notion de confiance. Donc, le webinaire que j'avais envie de vous présenter était vraiment sur ce sujet-là, à savoir, en tant que dirigeant, manager, est-ce qu'il est possible de concilier à la fois plaisir personnel et performance professionnelle? Et si oui, qui en a la responsabilité et comment on s'y prend? Donc, en fait, il va y avoir 2 temps, un petit temps d'exposé et ensuite, je vais vous montrer des outils pratiques que vous pouvez utiliser si vous en avez envie, sachant que moi, j'aime bien animer des webinaires quand il y a de l'interactivité, donc ça va être coupé d'un certain nombre de séquences où je vais vous demander si vous le souhaitez de participer. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de mon point de vue la suite logique de ce que moi j'ai appris, ayant travaillé pendant des années en ressources humaines, à savoir que moi, on m'a appris dans les années 80 à travailler sur la notion de savoir-faire, avec la tertiarisation de savoir-être, mais ce n'est pas parce que je sais faire que j'aime faire pour autant, et on voit qu'aujourd'hui, l'aimer faire devient de plus en plus important. Donc, c'est de vous présenter la suite logique qui est la notion d'aimer faire. Alors, je vais vous demander de vous connecter, si ce n'est déjà fait, sur WooClap avec un code qui est appétant, de manière à ce que vous puissiez interagir au moment où je vous donnerai la main. On va faire un petit test pour voir si ça marche bien. Donc là, vous devez avoir sur vos écrans, normalement, une vue qui apparaît, qui vous dit « Si je vous dis plaisir, à quoi pensez-vous ?» Je vous invite à y répondre. On va se prendre quelques secondes pour que je puisse voir ce qu'est la notion de plaisir pour vous.
Ok, je propose, si vous en êtes d'accord, là il y a 33 personnes qui ont participé, donc c'est très bien, je vous remercie. Je vous propose qu'on arrête un petit peu, juste pour faire un constat sur ce nuage de mots, qui, de mon point de vue, met en avant que quand je vous parle de plaisir, je ne vois pas beaucoup d'allusions à la sphère professionnelle. On a pas mal sur la famille. Après, la notion de bonheur, on va voir que la notion de bonheur et de plaisir sont vraiment des notions complètement différentes. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous présenter une démarche sur le management du plaisir au travail. Donc, je vais déjà vous poser une question une fois que vous aurez terminé. Je vais être obligé de couper. Une question que j'ai l'habitude de poser à chaque fois que j'interviens sur ce sujet, et notamment auprès des dirigeants, qui est celle-ci. Donc, c'est une deuxième application. C'est que faites-vous concrètement au sein de vos entreprises pour développer et préserver le plaisir au travail de vos collaborateurs? Donc là, je vais vous laisser encore quelques petites secondes pour voir un peu ce que ça donne. Vous avez la possibilité, pour ceux qui ne connaissent pas Booklab, de liker les réponses qui sont faites. Ok, je propose qu'on arrête. Si vous en êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil, c'est moi qui décide. De toute façon. Euh, ok, quand on fait le constat de ce qui est évoqué, là on voit qu'il y a quand même pas mal d'activités qui sont plutôt de l'ordre de la convivialité. Il y a souvent une confusion entre la notion de bonheur et plaisir. Il y a peut-être quelques petits témoignages sur l'activité professionnelle, l'association de prise de décision, etc. Mais en fait, quand on regarde bien, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les gens confondent deux notions complètement différentes, qui est la notion de bonheur au travail et la notion de plaisir au travail. La notion de bonheur au travail est différente de celle de plaisir parce que le bonheur est généré par la sérotonine. Et la sérotonine, c'est une molécule qui calme et qui apaise. Donc là, on a bonheur, bien-être, être heureux. Alors que le plaisir est généré par la dopamine, c'est plutôt une molécule qui a tendance à exciter. Donc moi, je ne vais pas parler de bonheur, je vais parler vraiment de plaisir, le fait que dans la journée, vous éclatiez. Et pour essayer de différencier, de bien différencier ces notions, j'ai proposé une formule qui consiste à dire finalement, eh bien, le bonheur au travail, qui est le sentiment global, c'est à la fois de la motivation, donc c'est l'envie et le désir que j'ai d'aller travailler. Et là-dessus, on a pas mal de modèles, de concepts qui évoquent ce sujet-là, donc je n'ai pas grand-chose à apporter. La satisfaction, c'est le contentement que j'ai après avoir travaillé, donc en fin de journée. On a aussi beaucoup de choses qui existent depuis un certain nombre de décennies, des enquêtes de climat social ou autres. Moi, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est la notion de plaisir que je ressens pendant le travail. Donc, je vais vous dire ce dont on ne va pas parler. Je ne vais pas parler des séances de yoga, de massage, comme j'ai pu le voir. C'est très bien s'il y en a, mais ce n'est pas parce que j'ai des séances de yoga que pour autant j'éprouve du plaisir à exercer mon métier au quotidien. Je ne vais pas vous parler non plus de tout ce qui est baby-foot, oui-party, fiesta, dîner, soirée, parce que c'est sympa, ça active la convivialité, il faut en avoir aussi. Mais ce n'est pas ça qui fait que je vais éprouver du plaisir à réaliser mes activités au quotidien. Je vais plutôt me baser sur la maxime de Confucius qui dit que finalement, si vous choisissez un métier que vous aimez, et vous n'aurez pas à travailler un jour de votre vie. Alors, il y a un mot qui est important dans cette maxime, c'est la notion de choix. N'oublions pas que les collaborateurs, quand ils vous ont rejoint, ils ont choisi de vous rejoindre et s'ils sont encore là, ils choisissent de rester avec vous, sachant que dans le contexte actuel, c'est un tout petit peu différent parce que cette notion de choix peut paraître comme étant altérée compte tenu du contexte actuel, mais ça, je vais développer un petit peu plus tard. Donc,
je vais vous poser une autre question. Quels sont, de votre point de vue, les bénéfices à ce que les entreprises fassent en sorte que leurs collaborateurs éprouvent du plaisir à travailler? J'aimerais bien voir un peu vos réponses. Tous. Oui, C'est bien en fonction de et la on se posait dame. pour un café. Et Et tu tu me prenais dis pour le sang. Oui, Parce que ça, franchement, aussi. j'aimerais bien aussi avoir de la pratique. Donc, Ouais, moi aussi. Écoute, d'ici, je Attention, dirais, attention, à la attention, fin du mois de- attention, on a les micros ouverts. comme la seule semaine que je suis pas là, c'est On la a semaine le du- micro de Ouais, ouais. Béatrice qui est ouvert. Hop, Ça y est, on a trouvé et l'intrus. voilà. Béatrice, un gage. C'est bon, je viens de couper le micro de Béatrice. Ok. Attention au micro. Non, Pardon, c'est pas Francis. grave. Non, mais si c'est intéressant, des histoires un peu salaces, moi je veux bien, mais sinon, le café, c'est pas m'intéresse pas trop. Ok, donc je vous remercie. Donc on voit qu'il y a plusieurs choses en fait qui ressortent. Bien évidemment, quand on éprouve du plaisir, bien a priori on est plus serein, et on est moins stressé et il y a moins d'absentéisme. Mais il n'y a pas que ça. Je voulais essayer de vous apporter, d'éclairer sur un niveau qui me semble un peu plus intéressant. Alors, comme vous l'avez évoqué, mettre des personnes dans leur zone de plaisir, et ça c'est l'enquête Gallup hein, qui est fréquemment utilisée, notamment lorsqu'on évoque des sujets tels que l'entreprise libérée et Tutti Quanti, qui dit qu'en France, alors je ne connais pas le secteur, votre secteur, mais en France, le taux d'engagement des salariés est de l'ordre de 6%, c'est-à-dire que a priori, dans le pays, il y a que 6% des gens qui sont vraiment engagés dans leur travail, donc qui veulent contribuer à la réussite de l'entreprise, d'après l'étude. En France, on a à peu près une vingtaine, 25% des collaborateurs qui sont désengagés, donc qui ne sont pas du tout avec vous. C'est ce qu'on pourrait appeler un choix par dépit, c'est-à-dire qu'il faut bien que je bouffe, donc pour ça, il faut que je bosse, ou je ne suis pas content. Et 69% qui sont ni engagés ni désengagés. Et en fait, la notion de plaisir a pour intérêt de pouvoir convertir le plus possible des oranges en vert. Vous voyez, les Français sont réputés pour être extrêmement désengagés. Je vous ai mis en référence les États-Unis, bon, sauf que c'est une culture complètement différente, mais la moyenne mondiale, d'après Gallup, qui est quand même de 18%, alors que nous, on est de 6%. L'autre intérêt du plaisir au travail, c'est qu'on a connu une forte activité, enfin, un certain nombre d'années sur la notion de burn-out, de surmenage. Il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis un certain nombre d'années, qui sont deux notions complètement différentes, qui sont la notion de burn-out. Donc, mon métier ne m'intéresse plus, je suis là, c'est la routine, et donc je peux me sentir pas bien, ou le burn-out, c'est je m'ennuie. Donc, deux notions vraiment différentes qu'il est intéressant de prendre en considération. Ça peut aussi être intéressant de mettre des gens dans leur zone de plaisir en fonction de leur activité. Alors ça, c'est une enquête qui date de 2015, elle est assez ancienne, mais elle est extrêmement intéressante de mon point de vue. C'est que les McKinsey dissocient deux types d'activités. Les activités algorithmiques, qu'on peut retrouver un peu dans l'industrie, hein, c'est-à-dire que l'activité algorithmique, c'est quoi? J'ai un résultat à produire et pour atteindre ce résultat, j'ai un certain nombre d'étapes à réaliser qui sont généralement définies dans des procédures, donc un peu des organisations mécaniques. Et puis, il y a des activités dites heuristiques où là, on voit à peu près le résultat qu'il faudrait atteindre, mais on ne sait pas comment l'atteindre. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. L'exemple que je peux donner, c'est voilà, je suis conseiller en communication d'Emmanuel Macron pendant la crise des Gilets jaunes. Ce n'est pas une activité algorithmique, c'est une activité heuristique qui nécessite des capacités complètement différentes des activités algorithmiques, sachant que la tendance laisse penser que les activités algorithmiques seront de plus en plus prises en charge par les nouvelles technologies, donc tout ce qui est mécanique, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la notion de plaisir est très importante quand vous évoluez dans un environnement qu'on qualifie de VUCA. Alors, vous l'avez
sans doute vu dans d'autres conférences, la crise Covid-19 est une situation VUCA qui se caractérise par 4 caractéristiques. La volatilité, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui change très vite, tout le temps, qui nécessite donc une capacité de réactivité. L'incertitude, on est en train de le vivre en ce moment, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prévoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Je ne sais pas dans combien de temps on enlèvera le masque, je ne sais pas dans combien de temps on trouvera un vaccin. La complexité qui fait qu'il y a tellement de données et d'informations qu'on ne peut pas, qu'une personne ne peut pas analyser la situation. Souvent, on dit qu'on apprend a posteriori, et la réponse face à la complexité, c'est la mobilisation de l'intelligence collective, parce que c'est dans la diversité et dans la valorisation des différences de points de vue qu'on peut trouver les meilleures solutions possibles. Et l'ambiguïté, c'est que, en fait, face à toutes les décisions qui sont prises, ça peut générer des paradoxes. 2 exemples, on a mis en place des réseaux sociaux en imaginant que les gens allaient se rapprocher, et on constate qu'ils ont tendance à s'éloigner. Et puis, le deuxième, j'étais tout à l'heure au restaurant, quand je suis assis, je porte le masque. Quand je suis debout, quand je suis assis en train de déjeuner, je ne porte pas le masque. Et dès que je me lève, je suis obligé de porter le masque, comme quoi le virus serait peut-être en apesanteur. Et moi, j'ai l'habitude d'animer encore des séminaires en présentiel aujourd'hui. On voit bien qu'il y a le mètre et demi qui est respecté pendant la conférence ou pendant le séminaire. Et puis, dès qu'on va déjeuner à table, on est à 10 centimètres l'un de l'autre sans masque. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté au niveau du VUCA. Alors, en quoi est-ce intéressant? Tout simplement parce que si on se réfère au circuit de la récompense de neurosciences, on se rend compte qu'une personne qui n'éprouve pas de plaisir dans son travail et une personne qui éprouve du plaisir dans son travail produisent dans l'ensemble le même résultat. En revanche, quand l'environnement devient complexe, source de tension et de pression, comme c'est le cas aujourd'hui, ceux qui exercent une activité par dépit ou qui ne sont pas vraiment dans le plaisir auront plutôt tendance à se mettre en stand-by et attendre que quelqu'un d'autre trouve la solution. Alors que si la personne est dans sa zone de plaisir, elle va par nature, parce que c'est son truc, chercher à essayer de trouver une solution. Et c'est là où c'est intéressant de vraiment travailler sur cette notion-là. Je vais vous poser une autre question. Quel est, de votre point de vue, le pourcentage des Français qui se disent heureux au travail? Donc là, je vous ai mis par tranche de 20. Et ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir votre point de vue sur la perception que vous avez de cette information-là. Là, j'ai 12 personnes qui ont voté sur 27. Ok. Donc, j'en ai 14, ça stagne, donc je propose qu'on arrête là. On est à 15 maintenant. Donc, les réponses sont entre 20 et 40. Donc, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, quand on écoute un peu les gens à gauche, à droite, on a l'impression que les gens ne sont pas heureux au travail. Mais beaucoup de statistiques depuis des années démontrent le contraire. Les Français déclarent en général être heureux au travail entre 75 et 85%. Donc, ce qui est quand même énorme et qui peut paraître paradoxal, puisque, alors pourquoi? Tout simplement, je pense, parce qu'on est un peuple qui aime bien, qui est assez pessimiste et qui aime bien critiquer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une dissonance entre ce que je peux déclarer quand je suis vraiment sincère et ce que je peux évoquer quand je suis en train de parler aux copains, aux collègues, etc. Autre question, à votre avis, puisque tout à l'heure, on a dissocié la notion de bonheur et la notion de plaisir. Là, je vous ai posé une question sur la notion de bonheur. Là, ce que je vais vous demander, c'est d'indiquer un chiffre entre 0 et 100 sur les salariés, sur les Français qui déclarent éprouver du plaisir dans leur travail, ce qui est différent de la notion de bonheur. C'est la moyenne, ce truc ou pas? Hop.
J'ai toujours 13 personnes. On est à 40% à peu près. Je ne sais pas si je dois arrêter. Ça stagne à 13. Donc, on est à peu près entre 30 et 40%. La réponse, c'est 20%. Donc, il faut retenir la notion de 80-20 en fait. 80 bonheur, 20% de plaisir. Donc, on voit bien que la notion de plaisir est importante, mais on se rend compte que en fait, tout le monde n'éprouve pas du plaisir. Donc, on pourrait légitimement se dire, ben voilà, moi je suis dirigeant, j'aimerais bien que mes collaborateurs éprouvent du plaisir. Mais comment puis-je savoir ce qui leur procure du plaisir? Je pars du présupposé qu'on ne peut pas le savoir, parce que le plaisir, c'est quelque chose d'intrinsèque, d'ordre de l'émotion. Donc, on va partir du principe que moi, je suis votre patron et je ne sais pas ce qui vous procure du plaisir. Donc, je vais vous poser une question toute simple. C'est de prendre à peu près 1 minute. Donc là, je vous donne la consigne et de noter, c'est important de la noter sur un bout de papier ou peu importe un outil digital, quels sont vos 2 plus grands facteurs de plaisir. Donc, qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir au travail, que ce soit actuellement ou que ce soit dans le passé. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour le faire. Donc, je vous laisse tac. Donc, vous avez la possibilité de liker hein, si vous voulez également, sachant que c'est bien de rester à 2 critères. Ok. Donc, il y a pas mal de choses qui ressortent, la notion de créativité, la relation avec les autres. Je propose de, en fait, vous présenter la grille de classification des différentes sources de plaisir qui sont déclarées, en tout cas que moi je recense depuis un certain nombre d'années. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur le sujet. Donc, en général, on a plutôt tendance à… il y a des personnes qui vont dire, bah, moi, mes sources de plaisir, elles sont relatives aux conditions de travail. C'est-à-dire que moi, ce qui me procure du plaisir, c'est l'organisation du travail qu'on me propose, c'est le lieu de travail, le cadre de travail, les horaires qui me permettent d'avoir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les moyens qu'on met à ma disposition et mon salaire. Là, vous avez le cadran en orange en haut à gauche. Vous avez des personnes aussi qui déclarent des sources de plaisir qui sont liées à l'entreprise à laquelle elles appartiennent. Donc, ce sont souvent des collaborateurs, à savoir les plaisirs de travailler chez Apple, par exemple, parce que c'est une marque prestigieuse, mais aussi parce que j'aime les produits que propose cette entreprise, donc son offre, ou alors ce qui me procure du plaisir, ce sont les valeurs de l'entreprise, sa stratégie ou ses projets. Donc là, vous avez des facteurs qui sont en bas à gauche. En bas à droite, ce sont des facteurs qui sont liés à la relation. Donc là, ce sont les personnes qui vont vous dire, moi, ce qui me procure du plaisir, c'est de travailler avec les autres, la convivialité, le fait de pouvoir bénéficier d'un soutien technique ou affectif, le fait de pouvoir partager avec mes collègues, de pouvoir co-construire avec elles un certain nombre de projets, ou d'être reconnu. Et là, ce sont les facteurs relationnels. Et en haut à droite, vous avez les facteurs qui sont liés à l'activité. Par exemple, je voyais tout à l'heure la créativité. La créativité rentre dans le contenu de l'activité. Moi, ce qui me procure du plaisir au travail, c'est d'avoir des activités où je peux définir une stratégie, où je peux faire preuve d'originalité, où je peux être inventif, où je peux apprendre, où je peux enseigner également, où j'ai des activités qui sont variées, où je peux prendre des initiatives. Donc, on a bien ces 4 familles-là. Et ce que je vais vous demander, c'est d'avoir la gentillesse de reprendre les 2 facteurs que vous avez notés à l'instant et puis de les classer dans les cadrans, sachant que vous pouvez avoir 2 facteurs qui sont dans le même cadran. Voici pour vous y aider, voilà ce que je vous propose. Il suffit simplement, en théorie, fonction de nombre de participants,
je devrais avoir 2 réponses. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les cadrans que vous avez sélectionnés au regard des facteurs que vous avez explorés. Sachant que c'est un exercice que vous pouvez faire avec vos équipes, ce que je vous propose. Vas-y, vite, hein. J'ai 14 personnes qui ont répondu. Donc, je propose d'arrêter puisque là, on a 14 personnes. Donc, on voit qu'il y a quand même une majorité de points 3 et 4. Donc, le plaisir semblerait a priori être plutôt provoqué par la nature de la relation et les activités confiées. Donc, quand on fait cet exercice depuis un certain nombre d'années, on se rend compte de quoi? On se rend compte que la plupart des personnes qui déclarent leur plaisir ont plutôt tendance à déclarer des plaisirs provoqués soit par la relation, soit par l'activité. Il est extrêmement rare, bon là c'était un peu plus important, donc ça mériterait d'être creusé, mais il est quand même relativement rare que les personnes déclarent des plaisirs associés aux conditions de travail et à l'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie? Pardon, tout simplement que eh bien, si vous agissez sur les conditions de travail et l'entreprise, donc le fameux donner du sens, vous n'allez pas augmenter le plaisir, vous allez diminuer le stress, l'inquiétude, voire la souffrance. Donc, on se rend compte que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est en train de négocier des accords sur les cadrans de gauche. Et quand je vois là en ce moment ce qu'on est en train de faire sur le télétravail, on est plutôt en train de s'occuper des cadrans de gauche que les cadrans de droite. Et le plaisir, il est à travailler lorsque on agit sur les cadrans de droite avec en dominante normalement l'activité. Donc, la question se pose alors de savoir ce qui peut provoquer au niveau de mes collègues, ce qui peut provoquer du plaisir professionnel. Donc, quelles sont les activités qui vont être source de plaisir professionnel pour mes collaborateurs? Donc, très rapidement, la notion de plaisir, elle est extrêmement liée à la relation et à l'activité qui est confiée. Donc, ça veut dire que ça peut être intéressant, en fait, là, je vous montre un schéma qui sont les différents domaines que l'on explore lorsqu'on veut recruter une personne, par exemple. Et on a plutôt tendance à aller checker du côté des diplômes, des qualifications, après des personnalités. Je pense que ça peut être intéressant de rajouter la notion d'appétence que je vais vous montrer. L'appétence qui va permettre d'identifier avec beaucoup plus de facilité si le job que vous allez confier au candidat, par exemple, lui procurera du plaisir. Quel est l'intérêt? Tout simplement aussi, c'est que quand une personne est dans sa zone de plaisir, eh bien, vous avez moins à la manager puisqu'elle s'autosuffit quelque part. Et quand on regarde le contexte dans lequel on est, qui est le management à distance, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un collaborateur qui s'éclate dans son job, puisque de toute manière, on ne peut pas le contrôler comme on le faisait lorsqu'on était en présentiel. Donc, comment savoir si les missions que l'on confie aux collaborateurs sont source de plaisir pour eux? Une question que je pose régulièrement à une majorité de dirigeants. Et souvent, il y en a qui me disent moi, je vois bien, il sourit. Sauf que bon, sourire, c'est quand même pas suffisant. Et ce n'est pas parce que je sais faire, parce qu'il y a des personnes qui disent forcément, ils éprouvent du plaisir, parce qu'ils savent faire, mais ce n'est pas parce qu'ils savent faire qu'ils aiment faire. Donc, il fallait apporter quelque chose de nouveau à la notion de compétence, qui est la notion d'appétence, qui est particulièrement intéressante dans le contexte actuel, parce qu'on voit bien que on a perdu un maximum de repères. Donc, la compétence et l'appétence se différencient sur un certain nombre de points. Par exemple, la compétence part du présupposé que c'est l'entreprise qui définit ses besoins. Pour ce faire, elle décrit, par exemple, un emploi, elle en fait une description de poste. Donc, on part bien des besoins de l'entreprise avec comme objectif de s'assurer du niveau de conformité des compétences détenues par les collaborateurs au regard de ce que requiert l'acquisition. Et donc, pour ce faire, l'entreprise a plusieurs outils qu'on connaît bien, à savoir la description de poste qui permet de définir le cadre,
l'entretien annuel qui me permet de vérifier que la personne est bien en adéquation avec ce que j'attends d'elle. Et comme la compétence part de la logique, il faut travailler sur ses points faibles pour finalement arriver au niveau de conformité attendu, eh bien, on a tout un tas de dispositifs que l'on connaît, comme notamment la formation. L'appétence, c'est différent. L'appétence, c'est plutôt, on est plutôt dans de la start-up, c'est-à-dire qu'on a toujours un même résultat à atteindre, hein, pareil que dans la logique des compétences. Sauf que là, on va essayer de mobiliser les personnes sur ce qu'ils aiment faire. Et comme on ne sait pas ce qu'ils aiment faire, on va plutôt être sur une logique de co-construction. Et donc, contrairement à la compétence qui s'évalue, où c'est à moi, dirigeant, d'évaluer si tu sais faire le taf, l'appétence, c'est quelque chose qui se déclare. Donc, on va essayer de mobiliser les collaborateurs en leur demandant de révéler ce qu'ils aiment faire pour voir comment ils peuvent le mettre à contribution de l'entreprise de manière à ce que ça soit bénéfique à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le collaborateur. Sauf qu'on n'a pas d'outils qui existent là-dessus. C'est pour ça que moi, j'ai proposé une nouvelle notion que j'ai intitulée l'appétence. L'appétence, c'est une aptitude que vous avez. Alors peut-être que vous en avez conscience, peut-être que vous n'en avez pas conscience, qui est naturelle, donc il y a le caractère un peu inné, vous l'avez en vous, qui est facile à mobiliser pour vous alors qu'elle peut être complexe pour une autre personne, qui peut vous procurer du plaisir alors qu'elle peut ne pas en procurer pour d'autres et qui, en général, vous mène au succès. La difficulté, c'est que, comme c'est une notion qui est émergente, en tout cas moi que je propose, c'est assez compliqué de pouvoir l'identifier. Donc, il fallait que je propose quelque chose d'aidant. Donc, normalement, je ne le fais pas à distance. J'ai des jeux de cartes qui permettent aux personnes de sélectionner les appétences qui leur procurent du plaisir. Une appétence, c'est quoi? Contrairement à la compétence, l'appétence ne s'apprend pas. Je vais vous prendre un exemple, la débrouillardise. Je pense qu'aujourd'hui, la débrouillardise est quelque chose d'important pour les entreprises parce qu'on n'est plus dans une période de maîtrise totale. On est dans un contexte qui est imparfait, avec beaucoup d'inconnus. Donc, c'est vrai que l'appétence de débrouillardise peut être vraiment différenciante. Et la débrouillardise, c'est quoi? Quand on questionne les gens qui aiment ça, ce sont des personnes qui aiment faire preuve d'astuce, c'est-à-dire composer avec les moyens du bord, en sachant pertinemment que de toute manière, ils n'auront pas exactement ce dont ils ont besoin pour pouvoir régler la solution. Donc, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de sélectionner, donc prendre une minute. Normalement, il y a une trentaine d'appétences. Moi, je n'ai pas voulu en mettre 30 parce que je trouvais que ça fait beaucoup. Donc, je les ai limités à 20. Donc, on va dire que, encore une fois, vous êtes mon équipe, hein, et moi, je ne connais pas vos appétences. Je connais vos appétences parce que je vous ai recruté pour ça. Et je vous propose une vingtaine d'appétences. Je sais que c'est un petit peu long, mais ça me semble intéressant que vous puissiez le vivre. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, par exemple, de cliquer sur les images pour avoir le plaisir associé à l'appétence. Et ce que je vais vous demander individuellement, c'est d'en sélectionner 5, pas plus de 5, je ne peux pas contrôler. Donc là-dessus, je vous fais complètement confiance. Quelles sont vos 5 appétences? Et puis aussi, si vous le pouvez, les noter quelque part, parce qu'on va s'y référer tout à l'heure. Donc là, je vous laisse en un peu moins d'une petite minute. Je sais que c'est long, hein. Francis, je suis désolé, je ne sais pas où tu en es dans ta fraise. On est juste au niveau du temps. Bah, tu m'avais dit 45 minutes? Et ben Ah là, ouais. on arrive. Moi, j'ai noté le starting, il me reste encore 10 minutes. Non, c'est pas bon? On décale un peu? Allez, on décale un peu alors. J'ai On noté, décale. là, je suis encore à 8 minutes selon mon chrono. Ah bah écoute, on garde les 8 minutes. Alors, c'est parti. On va Ouais. prévenir les autres, t'as pas de souci. Je suis désolé, hein. Ben, je t'en prie, c'est pas grave. Je vais aller plus vite sur d'autres. Non, 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 vas-y. Si t'as 8 minutes, c'est bon. On y va tranquille et on décale un peu de 8 minutes l'autre, il n'y a pas de problème. On prévient l'autre. 8 minutes? Je vais essayer de voir où je peux gagner du temps, du coup.
Ah, personne n'a raison. Je vous propose qu'on arrête, si ça vous va, pour respecter le timing. Donc, voilà, l'idée dans un premier temps, c'est quoi? C'est de permettre aux personnes, sachant que vous pourrez continuer et le faire plus tard. Donc là, j'ai une espèce de cartographie des appétences de mon équipe, vous voyez. Donc, j'ai quand même pas mal de gens qui ont une appétence pour la créativité et la débrouillardise, ce qui, en ces temps, est quand même assez intéressant. Par contre, c'est marrant parce que j'ai personne en réseau et très peu de personnes en serviabilité, qui peut être le cœur de métier de votre secteur, de mon point de vue, mais je peux me tromper. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a une cartographie. La question se pose à présent d'identifier concrètement comment on peut s'en servir. Donc, je vais passer. On a plusieurs domaines d'utilisation des appétences. Par exemple, ça peut vous être utile dans le cadre du recrutement. Alors, comment vous faites? Vous prenez un métier de commercial, par exemple, je prends un exemple au hasard, et puis vous allez identifier quelles sont, de votre point de vue, les appétences d'un commercial. Donc là, j'ai mis un exemple. Pour une société A, par exemple, un commercial doit avoir comme appétence la serviabilité, la pédagogie, donc le plaisir de transmettre son savoir, l'empathie, le plaisir de se mettre à la place de son client, l'optimisation, le plaisir de faire évoluer l'offre et le réseau. Puis vous avez une autre société qui vous dira « je ne suis pas du tout d'accord ». Pour moi, un commercial doit avoir des appétences de type challenge, doit relever des défis, persuader le client d'acheter, être un compétiteur, être débrouillard, faire preuve d'astuce avec les moyens du bord et aussi les réseaux. Donc, on voit que la notion d'appétence, contrairement à la compétence, elle est fortement corrélée à la culture d'entreprise. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous en avez envie dans le cadre des entretiens de recrutement pour échanger avec le candidat sur ses appétences, sachant que la particularité, c'est que le candidat ne saura pas quelles sont les appétences qui conviennent, puisqu'il y en a tellement que du coup, il ne pourra pas donner ce qu'il estime la bonne réponse et a priori devrait être plutôt enclin à être authentique dans la réponse qu'il fait. Ça peut être également utile en mode projet. Donc ça, je vais quand même le faire, même si ça prend un tout petit peu de temps. Là, dans un premier temps, on a identifié les appétences qui étaient les vôtres. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans une situation en ce moment un peu merdique. Vous et moi, en tout cas vous, je ne sais pas, mais en tout cas moi, ça l'est. Donc, j'ai besoin d'identifier quelles sont les appétences qui sont nécessaires pour que je puisse faire face à cette crise et rebondir. Je vais vous donner peut-être 30 secondes de manière à ce que vous puissiez m'identifier au maximum 5 appétences qui vous semblent utiles pour gérer la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il me reste 4 minutes. Ah, c'est quoi ça? Bon. Ok, je vous propose qu'on arrête là. C'était juste pour vous montrer en fait l'intérêt qu'on peut avoir à mettre finalement en parallèle les appétences qu'ont les collaborateurs dans nos entreprises par rapport aux appétences dont on a besoin dans ce contexte-là pour se sortir de la situation. Là, ce que vous mettez en évidence, c'est qu'a priori, les appétences de type adaptation, créativité, débrouillardise seraient vraiment indispensables pour pouvoir en fait, rebondir et se remettre en mouvement. Reste à savoir si dans les déclarations qu'on a fait la première fois, on a bien ça dans nos entreprises. D'autres exemples que je vais vous montrer, donc je vais aller vite pour tenir les 2 minutes qui me restent, d'outils concrets que vous pouvez utiliser sur cette base-là. Par exemple, vous pouvez demander à vos collaborateurs de sélectionner leurs appétences et puis de proposer ce qu'ils pourraient mettre en place pour votre entreprise, qui à la fois les valorise, mais en même temps crée de la valeur pour votre entreprise sur 2 axes que je propose, l'amélioration de l'existant ou la nouveauté. Je vous prends juste un exemple. Vous avez là Roger, le petit vieux, qui a priori est vieux, donc forcément, puisqu'il est vieux, il n'a pas d'idée, sauf qu'il a une appétence qui est l'originalité. Il peut très bien vous aider dans le cadre d'un projet, puisqu'on est sur un cercle violet, et vous apporter un peu sa vision des choses.
et vous dire s'il considère que ce que vous proposez est original ou pas. Et puis, vous pouvez avoir dans un autre registre une personne qui a, vis-à-vis de son environnement, envie d'apporter peut-être son appétence, qui est le réseau, pour resserrer les liens entre des partenaires et vous-même. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire en groupe, venir partir des appétences individuelles et demander aux personnes de vous proposer ce qu'elles souhaiteraient mettre en place, qui valorise leurs appétences et sont bénéfiques, soit au niveau de l'équipe, c'est le cercle orange, au niveau des projets, c'est le violet, au niveau de toute l'entreprise, c'est-à-dire que j'autorise des personnes à transgresser un peu leur fonction pour aller être force de proposition sur d'autres métiers, ou dans la relation qu'elles ont avec leur environnement. Autre métier, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avoir des référents appétences, c'est-à-dire que eh bien, tout le monde n'a pas les mêmes plaisirs, donc rien n'empêche à l'entreprise, si par exemple moi c'est l'esthétisme, que je déclare l'esthétisme, qu'on vienne me voir pour me demander un coup de main, dégage, pour me demander un coup de main sur la manière, je ne sais pas, une nouvelle brochure commerciale ou un nouveau site internet. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre de projet, parce qu'on a remarqué que les appétences étaient différentes selon les étapes du projet. Donc, du coup, je peux demander des renforts soit avant le projet, soit pendant le projet, soit après le projet. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre de recrutement. Donc là, vous m'excuserez, je vais vraiment essayer d'aller sur ce qui vous semble essentiel. Par exemple, aujourd'hui, on parlait d'engagement. Le plaisir est important pour renforcer l'engagement. Mais on sait aussi très bien que tout le monde n'éprouve pas du plaisir à son travail. Et on peut avoir un certain nombre de désengagements parfois. Donc, il suffit juste de demander aux personnes de reprendre sa description de poste et puis d'aller mentionner en haut à droite toutes les activités qui sont source de plaisir pour elles. En bas à droite, donc les activités qu'elle ne sait pas encore faire, mais qu'elle aimera faire pour avoir accès à sa zone de désir. En haut à gauche, les activités qu'elle sait faire, mais qu'elle n'aime plus ou qu'elle n'aime pas faire. Et en bas à gauche, toutes les activités qu'elle ne sait pas faire et qu'elle n'aimera pas faire. Ça permet d'avoir un échange pour identifier quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour renforcer son engagement. Je vais vous montrer un dernier exemple. Je vais passer. Par exemple, vous avez des métiers, 4 métiers, et je pense que c'est intéressant aujourd'hui sur le sujet de la reconversion, de la réorientation professionnelle. Vous avez 4 métiers qui sont complètement différents. Le métier de cuisinier, de décorateur d'intérieur, de paysagiste et de web designer, qui sont en apparence complètement différentes quand on regarde sous l'angle des compétences. En revanche, quand on regarde sous l'angle des appétences, on se rend compte qu'elles ont des appétences similaires. Donc, on peut partir du présupposé que finalement, si je ne peux plus trouver d'emploi dans mon secteur d'activité professionnelle, je peux en trouver un autre. La question se pose alors de connaître le taux d'acquisition des connaissances, c'est-à-dire quel est le temps dont j'ai besoin et quel est le niveau de complexité d'acquisition des compétences pour pouvoir accéder à ce métier. Donc voilà, j'essaye de respecter les délais. Je vous raconterai peut-être une autre fois, je sais que ça c'est frustrant, je n'ai pas l'habitude de le faire, ce qui peut être fait dans le cadre du retour à l'emploi. J'en termine là, j'essaye d'avoir respecté le délai, je suis désolé de ne pas avoir été dans les 45 minutes. Désolé plutôt pour nous, c'est très frustrant Je suis désolé. de faire ça. Ah non, c'est nous qui sommes désolés. Je voulais juste rajouter avant de passer à la conférence suivante, c'est que si on vous a invité, c'est que la raison, c'est que nous sommes tous ici des marchands de voyage et des experts du voyage à l'extérieur. Et on vous a choisi parce que pour nous, vous êtes un grand voyageur vers l'intérieur. C'est ça qui vous passionne a priori depuis le début. Donc, vous suit à travers, donc vous ne serez pas surpris que son site s'appelle l'innovation managériale. Je vous invite à aller le voir. Nous, on a fait des recherches et franchement, c'est le meilleur qu'on ait vu. Je dirais même que il y a peut-être Frédéric Laloux qu'on aime beaucoup aussi, qui est vraiment pas mal aussi. Mais nous, on adore votre site. Et donc, vous pouvez bien sûr entrer en contact avec Francis Boyer. Il est vraiment bon dans l'innovation managériale. Moi, je suis frustré parce que là, le sujet que vous avez découvert, c'est très innovant. Et je crois que vous venez de sortir un bouquin aussi. J'ai sorti un ouvrage en février qui s'appelle Innovation managériale en action. Là, ça fonctionne. Là, très bien. Je vous invite à aller voir ça. Nous, on est fans.
Et on vous donnera les contacts de Francis, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui, mais en tout cas, on vous donnera les contacts de Francis si vous avez des besoins pour vos sociétés. Et merci Francis, on est obligé de Je suis vraiment navré de. C'est frustrant et merci, c'était tellement bon que c'est frustrant. Voilà, en tout cas, à la prochaine. Ouais, avec grand plaisir. Écoutez, bon courage à vous tous. Au revoir. Au revoir.